comme le sujet que j'ai proposé à François Julien pour cette conférence me paraît particulièrement stupide, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un objet? Je pense que vous êtes tous au courant de ce qu'est un objet, donc je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir dire. Et sans toutefois vous donner l'impression que je vais jouer la montre, je voudrais vous lire un texte de Nietzsche qui me semble non pas présenter le sujet, mais quand même interroger la place de la science dans nos sociétés. Il fait écho aussi au fait que l'année 2015 a été choisie pour être l'année internationale de la lumière. On est censé à la fois expliquer ce qu'est la lumière et honorer l'esprit des lumières. Et puis, compte tenu du climat, disons, intellectuel et politique qui est le nôtre en France aujourd'hui, je voudrais vous lire ce texte qui me semble faire écho de façon parfaite à tous ces thèmes que je viens d'évoquer. C'est un texte qu'on trouve dans le livre de Nietzsche qui s'appelle « Humain trop humain » et qui s'intitule « L'avenir de la science ». C'est un texte de moins d'une page, donc je vais le lire. Voilà ce qu'écrit Nietzsche. « La science donne beaucoup de satisfaction à celui qui y consacre son travail et ses recherches, mais elle en donne très peu à celui qui se contente d'en apprendre les résultats. » Donc la science intéresse les chercheurs, pas les étudiants. Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu, banales et communes, même ce peu de satisfaction qu'elle donne finit par disparaître. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de trouver le moindre plaisir à apprendre la table de multiplication, qui est pourtant si admirable. Bon, il y a un autre passage que je ne lis pas où Nietzsche explique que, par exemple, pour mettre sur pied la table d'addition ou de multiplication, il a fallu un effort théorique vers l'abstraction absolument considérable, puisqu'il n'est pas évident qu'ajouter des objets, des pommes, des champs, des étoiles, conduise à l'idée qu'on peut ajouter des nombres. C'est-à-dire comment abstraire l'idée d'addition de l'idée de nombre. C'est là un saut théorique absolument admirable qui n'a aucune trace, ou qui n'a laissé aucune trace dans la façon dont nous apprenons les tables d'addition. Donc, je continue. Si la science donne de moins en moins de plaisir par elle-même, et en ôte toujours davantage en jetant la suspicion sur la métaphysique, la religion et l'art qui, eux, consolent, voilà appauvri cette source de plaisir, de toute la plus grande, à laquelle les hommes doivent à peu près toute leur humanité. Aussi, une civilisation supérieure devra-t-elle donner un double cerveau à l'homme, quelque chose comme 2 compartiments cérébraux, l'un pour être sensible à la science, l'autre pour être sensible à ce qui n'est pas la science. Ces 2 compartiments devront être juxtaposés, sans empiètement, séparables, étanches. C'est là ce qu'exige la santé. La source d'énergie se trouvera dans la première sphère. Dans la seconde se trouvera le régulateur de cette énergie. Car il faut se chauffer aux illusions, aux idées bornées, c'est pas ça qui manque, aux passions, et se servir de la science clairvoyante pour prévenir les suites malignes et dangereuses d'une chauffe trop poussée. Donc la science est là pour refroidir les passions, ou ce qui est provoqué par la passion. Nietzsche continue, et c'est ça qui est important, si l'on ne satisfait pas à cette condition de civilisation supérieure, on peut prédire à coup sûr le cours que va prendre l'évolution humaine. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas, parce qu'ils s'y attachent du plaisir, le terrain qu'elles tenaient autrefois. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. L'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir, telle Pénélope, défaite pendant la nuit. Mais, et c'est la question que pose Nietzsche, qui nous garantit qu'elle en retrouvera toujours la force? Fin de citation. Moi, je pense que tout est dit, mais on va quand même discuter du reste, hein. Et donc aborder cette question de l'objet que je vais traiter en partant, non pas de la philosophie, parce que je suis incompétent, mais en partant d'une révolution à propos des objets qu'a été la physique quantique, qui est apparue, comme vous le savez, initialement au tout début du XXe siècle, mais qui s'est en fait formalisée dans les années 20 jusqu'aux années 30,
jusqu'à aboutir à une théorie qui est encore utilisée, même si elle a subi des évolutions presque de détail, si on peut dire, du fait des découvertes qui ont été faites par la suite. Alors souvent, cette révolution quantique, est présentée comme une évolution conceptuelle, et non pas comme une évolution ontologique qui aurait changé notre façon de penser les objets. Et le point de vue que je vais défendre, enfin tenter de défendre, c'est qu'en réalité, cette révolution, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire c'est une révolution ontologique et c'est une révolution conceptuelle. Alors pourquoi est-ce que c'est une révolution ontologique? C'est parce qu'elle exprime, par son formalisme même, que les objets classiques, c'est-à-dire les objets que la physique classique reconnaît comme existants, en fait n'existent pas. Les objets classiques n'existent pas. Et les objets quantiques qui, eux, existent, sont d'autres sortes d'objets que les objets classiques. Donc les objets qui existent sont quantiques et donc non classiques. Ce ne sont même pas des combinaisons d'objets classiques, contrairement à ce que laisse pourtant entendre la vieille idée de dualité onde-corpuscule, qui laisserait entendre que les objets quantiques sont un mélange, une association, un collage entre ces deux entités classiques que sont l'onde et le corpuscule. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une révolution conceptuelle, d'une part par le formalisme très mathématique qu'elle propose, qui se déploie dans des espaces vectoriels qui n'ont rien à voir avec l'espace physique dans lequel ont lieu les expériences. Donc il y a une sorte d'émancipation par rapport au réel empirique, mais c'est aussi une révolution qu'on pourrait qualifier de relationnelle, et je terminerai mon exposé en donnant plus de détails, au sens où elle révolutionne notre façon de penser la composition entre les objets. Et d'ailleurs, la physique quantique, c'est essentiellement ça, c'est une révolution dans la façon de penser la composition entre les objets. Elle vient notamment interroger la signification de l'addition. C'est pour ça que j'ai cité Nietzsche. 1 plus 1, quand on en reste au nombre, évidemment, c'est toujours égal à 2. Mais un objet plus un objet, est-ce que cela fait toujours 2 objets? Et ce que montre la physique quantique, c'est que non. Un objet plus un objet, ça peut faire autre chose que 2 objets. Bon. Alors, pour aller un peu plus dans ce sens, parce qu'on pourrait en fait aller très loin, mais on pourrait même dire que la révolution quantique, c'est une révolution relationnelle encore dans un autre sens, qui est que dans sa version, disons, moderne, ce qu'on appelle les théories de jauge en physique quantique, qui permettent de décrire les interactions fondamentales, enfin toutes celles qui jouent au niveau des particules, à l'exception de la gravitation qui est décrite, comme vous le savez, par la relativité générale, qui n'est pas une théorie quantique, mais les 3 autres interactions, électromagnétique et nucléaire, sont toutes décrites en physique quantique comme procédant, lorsqu'elles agissent entre 2 particules, de l'échange d'une 3e particule qui est caractéristique de l'interaction. Autrement dit, dans les théories de jauge qui sont quantiques, une interaction entre 2 particules se fait par l'échange entre ces 2 particules, d'autres particules qui sont caractéristiques de l'interaction. Et donc, si on veut pousser le bouchon très loin, on dira que, en physique quantique, la relation entre les objets, l'interaction, est encore une affaire d'objets, puisqu'elle se fait par la transmission de particules qu'on appelle virtuelles. En l'occurrence, c'est donc le photon pour l'électromagnétisme, c'est les bosons intermédiaires pour l'interaction faible, ce sont les gluons pour l'interaction forte, peu importe les détails. L'idée importante, c'est que la médiation entre les objets, les interactions qu'ils ont, sont médiées par des objets. Ça a d'ailleurs posé toutes sortes de problèmes d'interprétation et même de cohérence de la théorie dans les années 60. Parce que, comme vous le savez sans doute, on s'est rendu compte que si on décrit les interactions de cette façon-là, grâce donc à ces théories de jauge qui associent des groupes de symétrie aux interactions, on tombe assez rapidement sur une contradiction avec les mesures qui vient de ce que ces théories de jauge prédisent que
les particules qui médiatisent les forces, les interactions, doivent avoir, si les équations sont correctes, une masse strictement nulle. Et même par contagion, cette nullité de la masse des particules qui médiatisent les interactions doit se transférer aux particules qui subissent les interactions, à condition évidemment qu'elles soient élémentaires et non pas composites. Et donc ces théories de jauge, qui disent que les interactions entre objets sont médiatisées par des objets, prédisent que tous les objets élémentaires doivent avoir une masse nulle. Ce qui n'est pas le cas. Évidemment, il y a des particules qui ont des masses nulles, le photon par exemple, mais la plupart des autres sont des particules massives, sont des particules de matière, elles ont une masse qu'on peut mesurer qui est non nulle. Pensez à l'électron, pensez au quark, pensez à ce que vous voulez, ces objets sont massifs. D'ailleurs, ça pose une question en amont encore plus fondamentale, c'est que nous sommes habitués à penser, de façon presque automatique, c'est une idée innée, que les notions de masse et de matière sont solidaires, et même liées l'une à l'autre de façon presque intrinsèque. Nous avons du mal à imaginer ce que serait un objet matériel qui n'aurait pas de masse, particules de matière sans masse, on a du mal à penser ce que ça peut être. Et réciproquement, on a du mal à penser l'idée de masse sans l'incarner en objet matériel. Et donc, dès qu'on pense à matière, on pense à masse, et dès qu'on pense à masse, on pense à matière. Et cette question-là a été rediscutée, si tant est qu'elle n'ait jamais été auparavant, dans les années 60, à cause de la contradiction que je viens de citer, puisque les physiciens ont constaté que la théorie prédisait des particules de masse nulle, et que toutes les particules même devaient avoir une masse nulle. La plupart des physiciens ont réagi à ce constat en disant qu'il fallait changer la théorie, puisque si la théorie est contredite par les faits, c'est que les faits ont raison et la théorie a tort, donc il faut la changer. Mais quelques physiciens, très peu nombreux, 3 en fait, jeunes, ont donné raison aux équations et ont dit les équations ont raison, les particules élémentaires, qui sont des objets matériels, ont effectivement une masse nulle. Mais nous, physiciens, depuis longtemps, depuis Newton, nous nous trompons sur la signification du concept de masse. C'est-à-dire, au lieu de dire ce que j'ai dit, c'est-à-dire au lieu de dire qu'il y a une solidarité entre la notion de masse et de matière, au lieu de penser que les particules élémentaires, qui sont des objets, tirent leur masse du fait qu'elles sont des particules, pourquoi ne pas imaginer que la masse n'est en réalité qu'une propriété secondaire, et non pas primitive, qui vient du fait que ces particules de masse nulle interagissent avec le vide, qui n'est pas vide, qui contient des objets, et c'est l'interaction des particules de masse nulle avec le vide qui contient des objets qui enclenche une interaction qui se manifeste par une inertie des particules, elles sont freinées en quelque sorte par le vide, que nous interprétons comme étant leur masse. Et cette idée qui a été émise en 64, comme vous le savez sans doute, a été confirmée après 48 ans de recherche par la découverte en 2012 du boson de Higgs, qui est la particule associée à ce champ qui est dans le vide, avec lequel les particules de masse nulle interagissent et qui leur donne leur masse. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que les objets matériels élémentaires ont une masse parce que le vide n'est pas vide. Voilà. Les particules ont une masse parce que le vide n'est pas vide et est lui-même constitué, composé de toutes sortes d'objets qui sont des champs quantiques dans l'état fondamental, ce qu'on appelle les particules virtuelles. Mais je pense que maintenant, on a suffisamment d'arguments de ce sens pour enfin dire que le mot vide en physique devrait être remplacé par un autre mot, puisque le vide apparaît comme étant simplement un prologue de la matière, c'est-à-dire il contient déjà virtuellement tous les objets matériels, simplement ces objets n'ont pas assez d'énergie pour se manifester vraiment, ils sont virtuels, mais néanmoins déjà présents en tant que potentialité dans le vide quantique. Et donc, la conclusion de ce préambule, c'est que finalement, l'histoire de la physique est une histoire qui constamment, enfin régulièrement en tout cas, déplace la relation qu'elle établit entre les relations et les objets.
ce qu'on appelle une relation peut finir par s'exprimer en termes d'objet. Et donc il y a une sorte de tension dialectique qui relie la notion d'objet à la notion de relation. Mais comme je pense je soupçonne qu'il y a des hégéliens dans la salle, je n'en dirai pas plus sur ce sujet. Bon. Alors, je reviens pendant 5 minutes là sur ce que j'ai appelé la révolution ontologique associée à la mécanique quantique. C'est une révolution ontologique au sens où elle nous dit comment sont les objets qu'elle décrit, ou plutôt, elle nous dit quelles sont les propriétés que ces objets ne pourraient pas avoir. Et le problème, c'est un problème pour qui est intéressé par la rigueur de la pensée, disons, c'est que dans un certain nombre de pays, notamment la France, les révolutions scientifiques, comme a été la mécanique quantique ou comme a été la relativité, sont toujours pensées et présentées non pas comme des révolutions, mais comme des évolutions. Sans doute par le souci d'être compris, on doit être compris, donc on les dit dans le cadre des concepts que pourtant ces théories viennent remplacer. Et comme on les dit dans le langage des théories qu'elles viennent remplacer, on rate l'essentiel du message nouveau qu'elles apportent, puisque on les ramène en quelque sorte à l'ancien. Et ça peut produire des effets absolument ravageurs. Je vais vous donner un exemple qui est facile à confirmer, puisque quand on lit aujourd'hui, en 2015, les livres de philosophie de terminale, dans lesquels on trouve un petit passage sur la physique quantique en général, qui se résume en fait à détailler les implications du principe dit d'incertitude de Heisenberg. Et dans tous ces livres, des manuels scolaires, mais aussi dans beaucoup d'autres, on trouve toujours la même phrase, qui est celle-ci: le principe d'incertitude de Heisenberg dit qu'on ne peut pas mesurer avec une précision arbitraire la position et la vitesse d'une particule. Vous avez déjà lu ça, je pense. Alors, on ne peut pas connaître la vitesse et la position. Et quand vous avez 17 ans ou 18 ans, quand vous êtes en terminale, vous lisez cette phrase, et que comprenez-vous? Qu'une particule quantique a une vitesse et une position bien déterminées, mais la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître avec précision. S'ensuit un petit couplet sur le fait que la physique quantique apparaît comme une imitation de notre pouvoir de connaître les objets. Les objets ont des propriétés que nous ne pouvons pas connaître simultanément, donc le réel est flou, en partie inaccessible. Et la leçon philosophique numéro 1 qu'on doit tirer de l'efficacité de la mécanique quantique est qu'elle limite notre pouvoir de connaissance. Et évidemment, c'est un pur contresens qu'on doit en partie à Heisenberg, qui avait employé le mot Unsicherheit dans son premier article, qui veut dire incertitude, comme si la mesure était une incertitude, alors qu'un peu plus tard, dans l'article suivant, il a remplacé le mot Unsicherheit par le mot Unbestimmtheit, qui veut dire indétermination. Et ce que dit en fait la mécanique quantique, ça n'est pas que les objets quantiques ont des propriétés qui nous sont inconnaissables, ou qui sont moins connaissables qu'en physique classique. Ce qu'elle nous dit, c'est que les particules quantiques n'ont pas ces propriétés. Et donc si on ne peut pas les déterminer par la mesure, c'est non pas parce qu'elles sont inconnaissables, mais parce qu'elles n'existent pas. C'est-à-dire qu'une particule quantique n'est jamais, absolument jamais, un corpuscule, au sens de la physique classique, c'est-à-dire un objet ponctuel qui aurait une vitesse et une position bien déterminées. Et le principe d'indétermination de Heisenberg nous dit simplement que les objets classiques n'existent pas. Dire qu'ils n'existent pas, c'est pas du tout le même message, vous en conviendrez, que de dire que leurs propriétés nous sont mal connues. C'est pas du tout le même message. C'est une révolution ontologique qui change la nature des objets faisant partie du mobilier ontologique de cette théorie. Et je m'étonne personnellement, mais il y a peut-être des explications qui m'échappent,
qu'un siècle après, quasiment, cette erreur se soit tellement enquistée dans la culture contemporaine, dans le langage, que on considère presque qu'elle va de soi. Évidemment, si vous mesurez la vitesse d'une particule, vous allez trouver quelque chose. Vous pouvez mesurer une vitesse. Mais vous n'avez pas le droit d'inférer causalement, à partir du fait que vous l'avez mesurée, qu'elle existait avant d'être mesurée. Évidemment, si vous interrogez une particule en lui demandant quelle est ta vitesse, alors que c'est un objet qui est délocalisé dans l'espace et qui n'a pas de vitesse proprement dite, à force d'insister à lui poser cette question, elle va finir par cracher une vitesse. Ce qui va modifier son état quantique. D'accord? Donc pour elle, une opération de mesure, c'est presque une torture qui l'oblige à parler dans le langage sous lequel on l'interroge. Donc elle va cracher un nombre. Ça ne veut pas dire que, avant d'avoir craché ce nombre faisait sens pour elle. Bon. Donc vous voyez que là, il y a un contresens terrible, qui change la façon de penser ce que nous apprend la physique quantique d'essentiel. Et pour ce qui me concerne, et je partage cet avis avec beaucoup de mes collègues, on ne sait plus quoi faire pour changer les manuels. Alors maintenant, j'en viens à une question, disons, plus philosophique à propos des objets, qui est la question de savoir comment nous parvenons à les connaître. Et pour entamer cette discussion, je pense qu'il est utile de rappeler une phrase de Wittgenstein, qui est en fait une évidence, mais quand on la lit, on a quand même un choc, alors même que ce qu'il dit est parfaitement évident. Voici cette phrase. « C'est un coup du sort étrange, dit Wittgenstein. Tous les hommes dont on a ouvert le crâne avaient un cerveau. » Voilà. Et donc, ce constat étant fait et bien posé, la question se pose de déterminer quel rôle joue le cerveau dans notre rapport au monde et quel rôle joue-t-il dans la construction de nos connaissances sur le monde. Le déchiffrage du monde n'étant pas immédiat, on conçoit qu'il nécessite des outils, des instruments, des méthodes. Et la question est, quels sont ces outils, quels sont ces instruments, quelles sont ces méthodes? Comment parvenons-nous à connaître et comment pouvons-nous savoir ce que nous savons à propos des objets? Alors pour un physicien, ça sera à propos des particules. Mais on peut poser la question à propos de n'importe quelle sorte d'objet. La connaissance des propriétés des choses, dès lors que nous constatons que nous sommes capables de l'acquérir, devient manifestement un problème, une énigme, en tout cas si l'on veut bien s'attarder à interroger ce qu'elle représente. C'est un problème qui exige des théories précises, sauf à sombrer dans un scepticisme aussi paradoxal qu'indépassable, consistant à penser que la seule connaissance qui soit certaine est qu'aucune connaissance ne serait certaine. Donc si votre idée c'est que la seule connaissance que nous ayons, c'est qu'aucune connaissance n'est certaine, je vous laisse à vos méditations, en signalant quand même le côté paradoxal de la phrase, puisque si toute connaissance est incertaine, celle qui dit que la seule qui soit certaine, c'est celle-ci, est elle-même incertaine. D'accord ? Si tout est relatif, il est relatif que tout est relatif, et donc c'est pas vrai. Okay ? Bon, donc on passe à l'étape suivante, en réfutant ce scepticisme radical, et en reconnaissant que pour qu'une théorie de la connaissance soit envisageable, il faut au moins et d'abord que soit clairement distingué le sujet qui connaît et l'objet à connaître. Il y a donc à la base de tout cela une expérience cognitive minimale qui est requise, une expérience cruciale au terme de laquelle le sujet éprouve, d'une manière ou d'une autre, le sentiment qu'il existe une résistance de l'objet, ce qu'on pourrait appeler une récalcitrance de l'objet, et le sujet comprend que l'objet n'est pas lui. Cet objet-là, ce verre par exemple, ou cette bouteille,
a des propriétés qu'il possède en lui-même et qui ne sont pas moi. Ça veut dire que cet objet n'est pas dans le prolongement de moi, il ne m'appartient pas, il a son autonomie, il a une espèce d'indépendance par rapport au sujet, et l'expérience cognitive minimale dont je parle est celle par laquelle on fait l'expérience d'une séparation qui met d'un côté la réalité et de l'autre ce que j'en perçois ou crois en comprendre. Alors, je sais qu'il y a des hegeliens dans la salle, donc j'hésite à citer Hegel, mais je me lance quand même. Dans le premier chapitre de la phénoménologie de l'esprit, Hegel parle exactement de ça. Il dit la conscience s'éprouve d'abord dans ce qu'on appelle la certitude sensible. Qu'est-ce que la certitude sensible? C'est la conviction, dit Hegel, que les sens ne nous trompent pas. Et puis tout d'un coup, cette conscience qui a le sentiment que les sens ne nous trompent pas en vient à désespérer d'elle-même en découvrant l'extrême précarité de son savoir, et elle finit par se résoudre à la nécessité d'une réflexion théorique sur son pouvoir de connaître. Donc on fait confiance à nos sens, et puis tout d'un coup, on se rend compte, Descartes et d'autres, que les sens peuvent parfaitement nous tromper. Et du coup, on se dit, si les sens peuvent me tromper, si la certitude sensible en fait n'est pas une certitude, comment puis-je savoir ce que je sais de l'objet? L'objet, ce n'est pas moi, il a sa réalité propre, il est autonome, j'ai ma réalité. Comment ma réalité peut-elle connaître la sienne? Si j'admets une séparation. Pour le dire encore une fois avec les mots de Hegel, je le cite, « Comment ce qui est en soi peut-il devenir pour moi ?» Comment ce qui est en soi peut-il devenir pour moi? Telle est en somme la formulation philosophique du problème de la connaissance des objets. Et donc, définie de façon minimale, la connaissance d'un objet est la mise en relation d'un sujet qui veut connaître et d'un objet à connaître. Et cette mise en relation se fait par le truchement d'une structure opératoire. Par exemple, en physique, cette structure opératoire, ce sont les équations mathématiques qui constituent la théorie, qui permettent de décrire et de penser les objets avant d'aller rencontrer ces objets par le biais d'expériences qui sont faites non pas dans les espaces vectoriels de Hilbert dans lesquels on a fait les calculs, mais dans l'espace physique à 3 dimensions. Et donc il y a une espèce d'émancipation par rapport au réel empirique qui passe par l'abstraction, qui passe par les mathématiques, et évidemment, cette émancipation par rapport au réel empirique pose la question du lien qu'il y a entre la représentation de l'objet et l'objet lui-même. Alors, je ne vais pas réciter Piaget, etc., sur ces structures opératoires, mais vous voyez bien que les théories de la connaissance, qui essaient d'aller un peu plus loin que ce que j'ai dit, essaient de préciser la nature et l'origine surtout des structures opératoires qui créent la médiation entre l'objet et le sujet. Et on peut proposer une sorte de typologie des différentes propositions qui sont faites, et à chacune d'elles d'ailleurs correspond une théorie de la connaissance. Par exemple, vous pouvez dire que les structures opératoires qui permettent de connaître l'objet appartiennent intégralement au sujet. Et donc c'est nous, dans notre cerveau, qui avons des structures opératoires qui nous permettent de connaître. Si vous pensez cela, évidemment, vous serez qualifié d'idéaliste. Ces structures opératoires peuvent également, c'est-à-dire tout autre système, appartenir intégralement à l'objet. Donc l'objet possède ces structures qui me sont renvoyées dans la tête et elles s'imprègnent telles quelles dans mon cerveau qui ne fait qu'en prendre connaissance et en prendre acte. Si vous pensez cela, vous êtes un empiriste.
Si vous pensez que les structures en question appartiennent à la fois au sujet et à l'objet, on dira que vous êtes un constructiviste. Si vous pensez que les structures n'appartiennent ni à l'objet ni au sujet, mais à leur relation, vous serez un structuraliste, etc., etc. On peut multiplier les possibilités, mais on peut ainsi définir une manière, disons, assez sommaire et même assez brutale d'appréhender l'espace intermédiaire qu'il y a entre le sujet et l'objet, qui sont mis en présence dans l'acte de connaître. Alors c'est sommaire, c'est brutal, mais ça a quelques avantages. Ça permet par exemple de comprendre comment la logique est devenue, à la suite d'Aristote, la science des structures générales qui s'interposent entre le sujet connaissant et l'objet à connaître. Si la logique s'était polarisée sur le sujet, eh bien, elle se serait confondue avec une sorte de psychologie. Si la logique s'était centrée sur l'objet, elle se serait confondue avec une ontologie. Mais attacher la logique à l'espace intermédiaire entre le sujet et l'objet, eh bien, ça permet de la définir comme quelque chose de beaucoup plus général, qu'on pourrait définir comme étant l'étude des conditions formelles de la vérité. Ce qui est à peu près, si j'ai bien compris mes lectures, le statut qu'on confère aujourd'hui à la logique. C'est l'étude des conditions formelles de la vérité. Mais, et c'est là un point très important, il y a quelque chose qui distingue une théorie de la connaissance d'une simple logique. C'est le fait qu'elle ne se borne pas à décrire la structure qui conditionne la production de la vérité. Elle cherche aussi à évaluer la part qui revient au sujet et celle qui revient à l'objet dans la constitution d'un savoir. Et donc, la réflexion philosophique sur l'acte de connaître les objets a eu au fait de poser une alternative, ou bien la connaissance n'est que le résultat de l'enregistrement dans le sujet d'informations déjà organisées dans le monde extérieur, ou bien elle est produite par le sujet qui possède la faculté d'agencer les données immédiates de la perception. Je ne suis pas compétent en matière d'histoire de la philosophie, mais j'ai un peu lu quand même, et il me semble que Descartes, Locke, Leibniz, Hume, pour qui connaître c'est croire, Kant, pour qui connaître c'est construire, sont les protagonistes des débats ouverts par cette alternative et qui est devenue canonique. C'est presque un sujet de bac. L'idée que la connaissance n'est que le résultat de l'enregistrement dans le sujet d'informations déjà organisées dans le monde extérieur se trouve déjà chez Platon, dans le Théétète. C'est l'idée que les dispositions du sujet connaissant proviennent de l'action des objets qui s'exercent sur lui. Les objets agissent sur nous. Et c'est cette action qui engendre dans notre esprit, de sujet, la connaissance. Mais, comme vous sans doute le savez, certains spécialistes des neurosciences défendent la thèse exactement inverse. Bon, c'est tout un courant qui a été initié par Jean-Pierre Changeux notamment et par beaucoup d'autres, avec lequel des mathématiciens ont eu l'occasion de ferrailler, je pense à Alain Cohn. Et ce sont des chercheurs qui tentent de développer ce que j'appellerais une théorie reproductive de la connaissance, en explorant les relations existantes entre les structures cognitives qui appartiennent au cerveau et les structures théoriques qu'on retrouve dans l'armature conceptuelle des théories, par exemple les théories physiques. L'idée, c'est que les théories physiques, en fait, sont construites à partir de nos structures cognitives dans le cerveau. Elles ressemblent à ce qui existe déjà dans le cerveau. Elles reprennent des concepts dont les germes sont présents dans les structures cognitives qui sont les nôtres. Et donc leur idée, c'est que lorsque on construit un édifice théorique, on ne fait que reproduire et plaquer à son insu les structures et les propriétés de son propre système cognitif sur les phénomènes que nous tentons d'expliquer. Donc les lois physiques, par exemple, dans cette conception,
ressemblent moins aux phénomènes qu'à notre cerveau qui les produit. L'édifice théorique, qui est censé offrir un modèle descriptif de la réalité dite objective, celle des objets, se trouve en fait construit et structuré comme le sont nos facultés cognitives. Et donc, si on croit cette thèse, on doit considérer que le déchiffreur n'invente rien, mais plaque sur le monde quelque chose qui vient de lui-même, quelque chose qui lui appartient. Il se co-étend, si vous voulez, il s'étend lui-même au monde par le biais de ses facultés cognitives. L'idée, en somme, c'est que le cerveau humain donne sa structure et ses propriétés aux créations de l'esprit humain. Il y a un formatage qui se produit. Et donc, notre connaissance théorique, en fait, est complètement structurée, dessinée, formatée par notre cerveau. Et donc, dans cette perspective, le statut du savoir se retourne, le statut du savoir s'inverse. Au lieu de nous révéler quelque chose du monde, il nous renseigne sur nous-mêmes. Donc la physique quantique nous en apprend moins sur le monde physique que sur notre cerveau qui a construit la physique quantique. Enfin, c'est pas le cerveau de n'importe qui non plus. Il ne faut pas généraliser. Le cerveau des Dirac, Einstein, Planck, Pauli, Schrödinger et compagnie, c'était spécial. Bon. Ça veut dire que dans ce cadre, l'invention théorique devient vectrice d'introspection. D'accord ? C'est-à-dire, ces connaissances nous ramènent perpétuellement au sujet dont on ne peut jamais se défaire. C'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, il essaie de l'enlever, mais à chaque fois il revient. Ben là c'est pareil. On est condamné à n'utiliser que des choses, que des concepts, que des idées qui sont homomorphes à ce que notre cerveau a été capable d'engendrer. Alors évidemment, cette thèse, elle est contestée violemment. Elle l'a été par Alain Cohn, notamment dans le livre Matière à penser qu'il a écrit en dialogue avec Jean-Pierre Changeux, mais elle l'avait été aussi par anticipation par Einstein. Einstein a une position qui est aux antipodes de celle que défend ce courant de pensée. Je le cite, « Selon moi, dit Einstein, les concepts sont librement inventés, et ne peuvent en aucun cas être dérivés des lois de notre activité mentale. » Donc les concepts n'ont rien à voir avec notre pensée. C'est quand même pas la même thèse. Il s'agit toujours, dit-il, d'une invention libre, ce qui sous-entend que la raison peut se comporter de manière non contrainte, ni par les lois de la psychologie, ni par celles du fonctionnement de notre cerveau. C'est Einstein qui parle. C'est presque l'idée qu'on n'a pas besoin de cerveau pour penser. Alors, si vous me demandez ce que je pense de tout cela, mais vous ne me le demandez pas parce que je sais qu'il n'y aura pas de questions, mais je vais quand même y répondre. Moi je pense, mais j'ai aucun argument qui ait valeur de preuve. Je pense qu'il existe un en dehors de l'esprit. Et d'ailleurs, je pense que tous les physiciens pensent qu'il existe un en dehors de l'esprit. Parce que s'ils ne le pensaient pas, ils feraient autre chose que de la physique. Ils feraient de la psychologie, par exemple. Ou ils feraient des neurosciences. Autrement dit, les physiciens, et Einstein a radicalisé cette idée, mais on peut la nuancer, la physique quantique d'ailleurs oblige à la nuancer, sont des gens qui pensent qu'il existe un réel que la science vise justement à connaître, un réel qui peut dire non. D'ailleurs, un réel qui est capable de dire aux théories que notre cerveau a produites que ces théories sont fausses. Alors si toutes nos connaissances étaient homomorphes au cerveau, ou est-ce que le cerveau engendre, il n'y aurait rien pour nous dire non, puisque le cerveau serait toujours d'accord avec lui-même. Et donc, par exemple, quand quelque chose nous dit « oui, le boson de Higgs existe », et non, les théories qui essayaient de remplacer le boson de Higgs par autre chose sont fausses,
Cette puissance de dire non à des théories qui viennent également du cerveau, pour moi, c'est quelque chose qui appartient à l'en-dehors de l'esprit. Et donc, il y a quelque chose qui est capable de faire retour sur ce que nous pensons et ainsi modifie les contours de la raison. Il y a bien quelque chose qui peut nous obliger à changer notre façon de penser. Imaginez que c'est la pensée seule qui peut changer sa façon de penser. C'est un raccourci qui, à mon avis, n'a de sens que s'il est prolongé par l'idée qu'à l'extérieur de ce qui fait la pensée, il y a quelque chose qui peut contester la pensée. Et donc, je serais partisan, un peu comme Bachelard d'ailleurs, qu'il existe une dialectique entre ce que nous savons du réel et notre façon de penser l'intelligence que nous avons de ce savoir. Donc je ne vais pas répéter la phrase parce qu'elle est compliquée. Je préfère lui laisser une sorte de flou artistique qui n'a rien de quantique, mais vous vous débrouillerez avec. Alors pour finir, je voudrais vous parler de cette révolution relationnelle qu'est la mécanique quantique, et je vous avais dit que je vous parlerais de la question de savoir combien vaut un objet plus un objet. 1 plus 1, ça fait 2. Un objet plus un objet, ça fait combien? Alors, la physique quantique, c'est quelque chose d'assez difficile d'accès. C'est même très difficile à comprendre, puisque ça fait appel à des concepts qui ne sont pas du tout des concepts familiers, et ça se formalise dans un langage qui est mathématique. Mais l'essentiel du bouleversement qu'elle a entraîné est assez simple à dire. Il tient dans le simple fait que la physique quantique systématise l'une des 4 opérations élémentaires, et par chance, c'est la plus simple, qui s'appelle l'addition. Voilà. Toute la mécanique quantique est basée sur l'addition, puisqu'au cœur de son formalisme gît un principe qu'on appelle le principe de superposition, qu'on pourrait aussi appeler le principe d'addition. Que dit ce principe? D'abord que un système physique, par exemple un objet, une particule, a des propriétés qui sont les mêmes pour tous les objets identiques. Alors, si vous prenez un électron, tous les électrons ont la même masse, ils ont la même charge électrique, ils ont le même spin. Et donc, ils ont des propriétés qui définissent leur nature. Donc, ce sont des propriétés qui ne changent pas quand vous passez d'un électron à un autre électron. Mais un électron peut avoir d'autres propriétés qui ne sont pas les mêmes pour tous les électrons. Par exemple, une énergie. Par exemple, un moment cinétique. Par exemple, une direction du spin. Voilà, vous prenez 2 électrons quelconques, ils n'ont pas forcément la même direction pour leur spin. Et donc ces propriétés qui peuvent varier d'un électron à l'autre, c'est ce qu'on appelle l'état de l'électron, l'état physique de l'électron. Préciser son état, c'est dire quelles sont les propriétés qu'il a, lui, et que les autres n'ont pas forcément de la même façon. Tous les électrons ont une énergie, mais n'ont pas tous la même. Donc l'état, c'est ça. Et l'idée de base de la mécanique quantique, c'est que vous allez décrire cet état d'une particule par un vecteur d'état, c'est-à-dire par en fait une grandeur mathématique, que vous appelez A ou B ou C ou ce que vous voulez. Et la seule règle qui s'impose, c'est que si A est un état possible de la particule, si B est un autre état possible de la particule, alors A plus B est encore un état possible de la particule. Voilà. Donc vous avez le droit d'ajouter les états les uns aux autres, parce que si l'un est possible, si un autre est possible, la somme des deux est encore possible. C'est ça qui rend fou, évidemment. D'accord? Parce que cette règle d'addition, on ne la voit jamais autour de nous. Par exemple, si j'ai un électron qui est dans l'état A, et l'état A, ça veut dire qu'il est ici, et si cet électron peut être dans l'état B, qui est cette position-là, la mécanique quantique me dit qu'il peut être dans A plus B. A plus B, alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il est au milieu. D'accord? Ça veut dire en fait qu'il est nulle part. Quand il est dans A plus B, il est nulle part. Simplement, si je fais une mesure de sa position, il y a une chance sur 2 que je le trouve là,
et il y a une chance sur deux que je le trouve là. Évidemment, si je le trouve là, je dirais, si je l'ai trouvé là, c'est parce qu'il était là avant. La mesure n'a fait qu'enregistrer une situation qui était déjà installée préalablement. La mesure est une sténographie de la réalité, elle ne fait que décalquer ce qui est. Mais la physique quantique, il vous dit non. Non, avant, il était A plus B. Alors que si je dis qu'avant la mesure, il était déjà dans B, ça veut dire qu'avant, il était B. Non, il n'est pas B, il est A plus B. Ça veut dire que le fait de mesurer sa position a changé son état physique. Avant, c'était A plus B, après, c'est B. Donc la mesure n'est plus une sténographie de la réalité qui dit comment sont les objets. La mesure modifie l'état des objets. C'est ça qui est dingue, c'est ça qui a rendu Einstein fou et qui l'a fait contester la mécanique quantique. Et en l'occurrence, vous avez une situation où, pour revenir à Heisenberg que je citais tout à l'heure, la position de l'électron avant la mesure n'existe pas. L'électron n'a pas de position. Mais si vous lui demandez quelle est sa position, il finit par en cracher une, mais il le fait par hasard. Il y a une chance sur deux, que ce soit celle-ci ou celle-là, et le choix est fait strictement par hasard. Il n'y a aucune détermination. C'est du hasard pur. Et ce principe de superposition, je n'ai pas le temps de vous le montrer, d'ailleurs c'est assez technique et ça s'exprime uniquement sous forme mathématique, mais à partir de lui, et seulement de lui, vous pourrez reconstruire toute la mécanique quantique. À savoir que les états sont forcément des vecteurs, puisqu'on peut les ajouter, donc ça se passe dans des espaces vectoriels, qui peuvent avoir un nombre infini de dimensions. À partir de lui, en supposant que l'espace est homogène, plutôt en supposant que le temps est homogène et que l'espace est isotrope, vous pouvez retrouver l'équation de Schrödinger, etc. etc. Donc, on l'a compris bien plus tard, mais à partir de lui, on peut reconstruire toute la mécanique quantique. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que cette superposition oblige à réinterroger la règle de composition. Puisqu'elle oblige à admettre, et ça a été vérifié par l'expérience en 1981, une expérience absolument incroyable, qui a précipité d'ailleurs, tellement on en parlait à l'époque. Oui, à l'époque, c'est les sujets qui faisaient l'actualité, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Quand cette expérience a donné ses résultats, l'expérience sur la non-séparabilité quantique, en 81, moi j'avais donc 23 ans, ça a fait la une de tous les journaux pendant des jours et des jours. Et ça a envoyé dans le domaine de la recherche en physique toute une génération de jeunes gens. Tellement c'était fascinant. Le boson de Higgs, qui est encore plus fascinant, n'a pas eu cet effet. Donc il s'est passé quelque chose dans notre rapport à la connaissance, en 30 ans, et c'est pour ça que j'ai cité le texte de Nietzsche. Donc, je reviens à mon sujet. Ce que dit et ce qu'a montré cette expérience, c'est que deux objets de particules qui ont interagi dans le passé et s'éloignent l'une de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare, en fait, constituent un tout inséparable. Vous n'avez pas le droit de dire il y a un objet là, vous avez le droit de dire il y a une paire, et cette paire n'est pas individualisée. Si vous faites une mesure sur une des particules, aussitôt, ça modifie l'état de l'autre, sans que vous puissiez dire qu'une information est passée de la première à la seconde. D'accord ? C'est-à-dire qu'elles constituent un tout, vous ne pouvez pas les isoler, vous ne pouvez pas les penser séparément. C'est ce qu'on appelle la non-séparabilité quantique, et c'est l'expérience qui montre que dans ces cas-là, qui ne sont pas des cas universels, l'espace existe, mais ne joue aucun rôle. Aucun rôle. Même si les deux particules sont distantes de 50 000 années-lumière ou plus, elles sont dans la même situation que si elles étaient à 30 mètres de distance, ou à 50 cm, ou à n'importe quoi. Alors qu'on pourrait penser que plus elles sont éloignées, plus leurs destins individuels sont autonomes l'un par rapport à l'autre. Tout ce qui arrive à l'une devrait être indifférent à l'autre. Mais en fait, non, il y a une corrélation très, très forte, beaucoup plus forte que les corrélations classiques, qui fait que ce système est considéré comme non séparable. Et cette découverte oblige évidemment à nous interroger sur la notion même de composition des objets.
Et c'est peut-être le seul point de mon exposé où j'ai quelque chose à dire à propos de la question posée dans le titre de la conférence. Bon, il était temps. Hein. Et donc, quand est-ce qu'on parle de composition? On parle de composition quand un système combiné à un autre en donne deux. D'accord? Mais comment ajoute-t-on deux objets l'un à l'autre? Comment les choses se composent-elles? Eh bien, la vérité, c'est que la réponse à cette question est très subtile. Je vais prendre 3 exemples qui n'ont rien à voir avec la mécanique quantique pour montrer déjà que même dans la vie quotidienne, c'est pas simple. Je prends un premier exemple qui est l'étreinte de 2 corps humains. Elle se déroule en un lieu unique, c'est ce que les physiciens appellent une opération locale, mais elle donne parfois naissance à un 3e corps qui est irréductible à la somme mécanique des 2 parents. Un bébé, c'est pas la somme mécanique des 2 parents. Ce fait d'expérience permet de douter d'un résultat que des mathématiciens arrogants présentent comme certain. Selon eux, 1 plus 1 serait égal à 2 sans possibilité d'exception. On voit par là que ce n'est pas vrai. Deuxième exemple, les bananes. Alors, les bananes. De toute évidence, une banane plus une banane, ça fait 2 bananes. D'accord? Mais c'est à la condition que ces bananes n'aient pas pourri au point de ne plus être reconnaissables en tant que bananes. Autrement dit, ça ne fait 2 bananes que pendant un certain temps. Alors que 1 plus 1 égale 2, c'est vrai tout le temps. Mais une banane plus une banane égale 2 bananes, ça n'est vrai que très provisoirement. Autrement dit, pour qu'il y ait composition, il faut qu'il n'y ait pas décomposition. Hein? La préservation de l'identité des composantes, en l'occurrence les bananes, et la possibilité même de les appeler par le même nom qu'auparavant, sont donc 2 conditions importantes pour qu'on puisse dire qu'une banane plus une banane est égale à 2 bananes. D'accord? Il faut qu'il y ait préservation de l'identité des objets. Okay. 3e exemple. 2 verres de jus d'orange. Je prends 2 verres de jus d'orange, et si on les ajoute l'un à l'autre, le résultat peut varier selon la méthode qu'on emploie pour obtenir leur somme. Mettons le premier verre à côté du second. Je pose les 2 verres l'un à côté de l'autre, ça fait 2 verres de jus d'orange. Mais si nous versons le jus du second verre dans le premier, on dira alors qu'on n'a qu'un seul verre de jus d'orange contenant une quantité de jus d'orange plus grande. Le second verre étant devenu vide, c'est toujours un verre, mais on ne pourra plus dire que c'est un verre de jus d'orange. C'est simplement un verre. Cette appellation, verre de jus d'orange, est désormais limitée au seul grand verre. Celui-ci, bien qu'il corresponde à la somme des 2 verres initiaux, est le seul qu'on puisse continuer d'appeler verre de jus d'orange. On voit par là que 1 plus 1, ça peut faire 1. D'accord ? Et même quand on prend des objets ordinaires, 1 plus 1, ça peut faire 1, c'est le cas qu'on vient de voir. Ça peut faire 2 pour les bananes, pendant un certain temps. Ça peut faire 3, pour le premier exemple que j'ai cité. Et ça peut même faire 2,5 pour les grandes valeurs de 1. 1 plus 1 est égal à 2,5 quand 1 est grand. Personne ne réagit, c'est drôle. Bon. Eh bien, ce que je voulais vous dire, c'est que en physique quantique, il existe des cas qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de dire, dans lesquels 1 plus 1 donne autre chose que ce que prévoient les règles d'addition classiques. Par exemple, un photon plus un photon, cela forme un système quantique, mais de temps en temps, cela en donne 2. À vrai dire, le résultat de l'opération, de la combinaison, dépend de l'histoire des photons et dépend également de ce que l'observateur souhaite faire avec eux. Leur destin n'est pas décidé d'avance. Il est défini par le cours même de l'expérience, de sorte que la règle de composition ne peut plus être considérée comme un attribut pérenne des systèmes. Elle varie selon le contexte. Et c'est là que la physique quantique est une révolution relationnelle,
puisqu'elle nous dit que la composition des objets dépend du contexte dans lequel on manipule ces objets et on prend connaissance de leurs propriétés. Alors ça paraît complètement arbitraire, tout ce que j'ai raconté là, mais il y a une façon de prouver que ce n'est pas arbitraire, c'est le fait qu'à partir de ce que je viens de dire, on a pu réaliser des expériences qui ne sont rendues possibles que parce que ce que je viens de dire est vrai. On a pu, par exemple, téléporter, non pas des objets, mais des propriétés d'objets. On a pu téléporter l'état quantique d'atomes. Par exemple, il y a un atome qui est ici, un atome qui est là, qui peut être à 3 mètres, qui peut être à 25 km. Eh bien, on a fait en sorte, en utilisant ces propriétés-là, que l'état quantique de l'atome qui était là se trouve être, après l'opération, l'état quantique de l'atome qui est plus loin. On n'a pas transporté l'objet, l'atome n'a pas été déplacé, on a téléporté son état quantique. Donc c'est pas Star Trek, hein. C'est pas Star Trek où on téléporte sa belle-mère, parce que là il faut 2 belles-mères. Hein. Et ça n'est pas un fax, c'est pas un fax quantique, c'est pas un clonage. Parce qu'après l'opération, l'autre atome, le deuxième, est dans l'état quantique du premier, mais l'état quantique du premier, lui, a changé. Donc c'est pas un fax qui transmet l'information. L'état quantique du premier a changé, et il a changé d'une façon qu'on ne peut pas prédire avec certitude, puisque cela a encore des probabilités qui interviennent avec le hasard. Donc pour revenir à Star Trek, d'abord il faut 2 belles-mères, vous en téléportez une, mais l'autre, elle reste là. Et son caractère, son état quantique, si vous préférez, peut être bien pire après l'opération qu'avant. C'est marrant parce que j'étais prudent avec l'idée qu'il y ait des hégéliens dans la salle, mais j'ai pas été prudent avec l'idée qu'il y ait des belles-mères dans la salle. Bon. J'ose espérer qu'il n'y a pas de belle-mère hégélienne, quoi, c'est tout. Voilà. Bon, bah voilà, c'est tout. Merci pour votre attention.